Bonjour et bienvenue pour ce nouveau chapitre de physique niveau seconde. Nous verrons le premier chapitre de la partie ondes et signaux, à savoir l'émission, la propagation et la perception d'un son. Nous commencerons par définir le son comme une onde et par voir comment il est émis et comment il se propage. Nous parlerons ensuite de la vitesse de propagation du son dans différents milieux. Puis nous verrons à quoi peut ressembler un signal sonore. Et nous terminerons par voir plusieurs notions qui vont nous permettre de définir clairement comment est-ce qu'on perçoit un son. Donc le son fait partie des ondes mécaniques, c'est-à-dire que lors de sa propagation, nous allons avoir un transport d'énergie, mais sans transport de matière. Plus précisément, nous allons avoir un phénomène où on a une perturbation qui va se propager dans un milieu matériel sans que la matière ne soit transportée. Si on prend par exemple cette file d'élèves qui est en train d'attendre pour aller en cours et qu'on considère qu'il constitue un milieu matériel. Si soudain on pousse le premier d'entre eux, celui qui a un sac rouge, on va lui soumettre une perturbation. Et cet élève, sous l'impact de cette perturbation, si on l'a poussé assez fort, il va lui-même transmettre la perturbation à l'élève qui se trouve devant lui, qui lui-même va propager cette perturbation à l'élève de devant, et ainsi de suite. Finalement, la perturbation elle va pouvoir se propager à travers les élèves puisqu'ils sont suffisamment proches les uns des autres. Et plus la perturbation est forte, plus elle va se propager loin. Donc pour se propager, une onde mécanique, elle a besoin d'un milieu matériel, l'ensemble des élèves ici. Mais finalement, il n'y a pas de transport de matière. La perturbation, elle continue d'avancer, alors que la matière reste au même endroit. C'est-à-dire que finalement, le premier élève ne s'est pas déplacé. Il a juste transmis la perturbation à l'élève suivant, donc au bout de matière suivant. Et on dira que la perturbation, elle a pu se propager de proche en proche. Donc les vagues, c'est également un bon exemple de ce qui se passe avec les ondes mécaniques. On a une perturbation locale, due au vent, qui va venir perturber les molécules d'eau. Donc la matière, elle va être perturbée et se déplacer verticalement. Mais en soi, les molécules d'eau, elles ne vont pas se déplacer avec la vague. Elles transmettent simplement la perturbation aux molécules voisines et la perturbation va ainsi se propager de proche en proche. Le point M1, qui est associé aux premières molécules d'eau, ne s'est finalement jamais déplacé vers la droite, alors que l'onde, elle continuait de se propager. C'est peut-être plus facile à visualiser avec le point M2, qui représente lui le voilier, et qui lui aussi est affecté par la perturbation de l'onde, donc il se propage. Mais sa position relative, une fois que la perturbation a été transmise, n'a pas été modifiée. L'onde se propage sous la forme d'une perturbation, mais la matière ne se déplace pas. Et donc là où la perturbation provoquant une vague dans la mer provient du vent, pour que le son soit émis, il faut qu'il y ait une vibration d'une source sonore, comme lorsqu'on fait vibrer par exemple une corde de guitare. Mais cela peut aussi provenir de la vibration de la colonne d'air d'une trompette ou de la vibration d'une peau de tambour, mais en tout cas il faut qu'il y ait une vibration. Et donc une fois que le son est émis par cette vibration, il va se propager telle une onde mécanique, c'est-à-dire qu'il va avoir besoin d'un milieu matériel pour pouvoir se propager, que la vibration initiale elle puisse passer de proche en proche. Et par conséquent, le son ne va pas pouvoir se propager dans le vide, puisqu'il ne va pas pouvoir faire vibrer des particules, étant donné qu'il n'y a pas de particules proches les unes des autres, pour pouvoir transmettre la vibration. Et ce, contrairement à la lumière, qui, elle, n'est pas une onde mécanique, puisqu'elle peut se propager dans le vide. Et alors le fait que le son soit une onde mécanique qui se propage de proche en proche, signifie qu'il va se propager plus rapidement lorsque le milieu est dense. Par exemple, dans l'acier, qui est très dense, le son il va pouvoir se propager très rapidement, à la vitesse de 5800 mètres par seconde. Puisque comme vous le savez, dans les structures solides, les particules elles sont en effet très proches les unes des autres et bien organisées, et la vibration elle va pouvoir se transmettre très facilement de proche en proche. Dans un liquide comme l'eau, les molécules elles sont plus désorganisées, et la vibration elle va se transmettre moins vite. Le son il se propagera d'ailleurs à une vitesse de 1500 mètres par seconde dans l'eau. Et enfin, dans l'air, qui n'est pas un milieu vide et où on va pouvoir retrouver un certain nombre de gaz, mais dont les particules vont être assez éloignées les unes des autres, le son il aura finalement une vitesse de seulement 340 mètres par seconde.
Et c'est souvent cette valeur de 340 mètres par seconde que l'on retiendra pour la vitesse de propagation du son dans l'air. Sachant que cette valeur, elle peut varier en fonction des conditions de pression et de température. Mais dans des conditions de pression atmosphérique normale et à 20 degrés Celsius, le son il se déplace bien à 340 mètres par seconde dans l'air. Et cette valeur, elle est finalement très faible par rapport à la vitesse de propagation de la lumière, qu'on va étudier dans le second chapitre de la partie ondes des signaux, et qui vaut 300 000 km par seconde dans le vide, et dans l'air, quasiment la même chose. Donc 300 000 km par seconde pour la lumière, ça va être instantané. Si on est par exemple sur une colline et qu'on voit la foudre frapper un arbre au loin, on va directement voir l'éclair, le rayon lumineux. Par contre, si on est relativement loin, le son émis par la foudre, on ne va pas l'entendre tout de suite. Il va en effet mettre un certain temps pour parvenir à nos oreilles. Et si on est muni par exemple d'un chronomètre qu'on a déclenché au moment de l'impact de la foudre sur l'arbre, et lorsque le son va parvenir à notre oreille, et que ce chronomètre indique 2 secondes et 30 centièmes par exemple, alors on va pouvoir déterminer la distance qui nous sépare de l'impact. En effet, si on sait que le son se propage à une vitesse de 340 mètres par seconde et qu'on connaît bien la relation qui lie la vitesse avec la distance et le temps, qu'on a déjà vu en classe de collège, V est égal à D divisé par T, alors on va pouvoir déterminer quelle est la distance qui nous sépare de l'impact de la foudre sur l'arbre. Donc ici, on doit isoler la distance dans cette équation, puisque c'est ce qu'on cherche, en passant de l'autre côté le temps qui va se retrouver multiplié à la vitesse. Donc D est égal à V fois T. Et en sachant que le son se propage à 340 mètres par seconde et qu'il a mis 2,30 secondes pour nous parvenir, on se rend compte que la foudre que l'on a vu tomber sur l'arbre se situe en réalité à 430 fois 2,3, soit 989 mètres, presque 1 km donc. Et n'oubliez pas que lorsqu'on applique une telle formule, si on utilise une vitesse qui est donnée en mètres par seconde, alors le temps il doit obligatoirement être mis en secondes et la distance trouvée sera nécessairement en mètres. Donc cette relation on la connaît depuis le collège, mais retenez que dans l'air, le son il va se déplacer à une vitesse de 340 mètres par seconde et que dans les milieux plus denses, il va se déplacer plus rapidement. Maintenant, quand on a un signal sonore, on va pouvoir le convertir en signal électrique grâce à un microphone. Et de même, on va pouvoir récupérer un signal électrique et le convertir en signal sonore grâce à une enceinte. Et on va finalement pouvoir visualiser nos signaux sonores en utilisant par exemple un oscilloscope. Et voilà à quoi ça va ressembler. Donc ici, vous reconnaissez une courbe sinusoïdale de la fonction sinus que vous étudiez en mathématiques. Mais pour un signal sonore, vous n'allez pas toujours avoir des signaux avec une belle courbe sinusoïdale. Tout va dépendre du type de son qui est émis. Et nous en reparlerons d'ailleurs dans la dernière partie du cours. Mais généralement, les signaux sonores que vous allez étudier, ils sont dits périodiques. C'est-à-dire qu'on va avoir un motif du signal qui va se répéter plusieurs fois au cours du temps. Comme c'est le cas ici avec le motif rouge qui va se répéter 4 fois sur l'oscilloscope. Si on a le signal d'un son et qu'on est incapable de trouver une période, de voir un motif qui va se répéter plusieurs fois, eh bien en physique, en fait, on n'appellera pas ça un son, on appellera ça un bruit. Mais pour les sons qui sont émis par une vibration, comme celle d'un instrument de musique par exemple, nous allons pouvoir visualiser un signal qui sera bien périodique. Et nous allons étudier donc ce que c'est qu'une période, celle qui apparaît ici en rouge, à travers le signal sinusoïdal, puisque c'est celui pour lequel la visualisation est la meilleure. Ici, nous avons par exemple un oscilloscope qui a été réglé sur 100 millisecondes par division. Donc ce qu'on appelle une division, c'est en fait un petit carreau. Chaque petit carreau représente 100 millisecondes de par le réglage de notre oscilloscope. Et notre période, c'est notre motif élémentaire qui se répète et qui finalement mesure exactement 2 carreaux et demi sur notre oscilloscope. Du coup, la période de notre signal ici, c'est 250 millisecondes, puisque chaque carreau représente 100 millisecondes. Et ce qu'on peut constater aussi, c'est que si on prend un temps d'une seconde, le motif il va se répéter 4 fois, ce qui signifie que la fréquence de ce signal, elle est de 4 Hz. Maintenant, si la vibration responsable de l'émission du son, elle est plus lente, on dira que la fréquence du son, elle est plus petite.
Ici, par exemple, on visualise un signal dont la période dure 500 millisecondes, ce qui fait qu'en une seconde, le signal il n'aura eu le temps de se répéter que 2 fois. Et par conséquent, la fréquence de ce signal sera de 2 Hz. Et finalement, la période et la fréquence d'un signal, ce sont des grandeurs qui sont directement liées par la relation suivante, f est égal à 1 sur t. Donc lorsqu'on cherche une fréquence, il faudra bien faire attention à exprimer notre période en secondes pour bien obtenir une fréquence qui sera en Hertz. Pour résumer sur la période et la fréquence, si on a une période d'une seconde, on aura forcément une fréquence de 1 Hz. Si on a une période d'une demi-seconde, notre signal il va se répéter 2 fois en une seconde et notre fréquence elle sera de 2 Hz. Et si notre période elle est de 0,25 secondes, comme dans le signal que nous avons vu tout à l'heure, le signal se répète 4 fois en une seconde et on a finalement une fréquence de 4 Hz. Valeur que l'on obtient si on divise d'ailleurs 1 par 0,25. Alors généralement, les sons audibles par l'oreille humaine, ils vont être émis par des vibrations qui sont beaucoup plus rapides que cela. Nous allons en effet être capables d'entendre des sons qui se situent entre 20 et 20 000 Hz. Donc il faut que la vibration émise par le signal contienne au minimum 20 périodes en une seconde. Lorsque la fréquence du signal sonore elle est trop faible, donc moins de 20 Hz, que la vibration elle est trop lente, on appellera ça des infrasons. Et lorsque la vibration du signal sonore elle est trop rapide, avec des fréquences supérieures à 20 000 Hz, nous appellerons ça des ultrasons. Donc cette référence de son audible, elle est faite par rapport à l'oreille humaine, puisque les autres animaux ils vont être capables d'entendre des signaux sonores de plus basse fréquence. Donc par exemple les éléphants, les baleines ou les dauphins sont capables d'entendre des infrasons. Et certains autres animaux vont être capables d'entendre des sons de fréquences légèrement plus élevées que les humains, comme les chiens ou les chats, voire des fréquences encore plus élevées, donc avec des vibrations très rapides, pour les chauves-souris ou les dauphins, de nouveau, qui eux peuvent entendre des signaux sonores dont les fréquences atteindraient les 150 000 Hz. Mais pour en revenir à l'oreille humaine, un son dont le signal sonore a une faible fréquence, on le percevra comme un son grave, lorsqu'on est plus proche des 20 Hz. Et à l'inverse, un son dont le signal sonore a une fréquence très élevée, lorsqu'on est plus proche des 20 000 Hz, on considérera ça comme un son aigu. Donc lorsqu'on est jeune et qu'on a une bonne oreille, on va être capable d'entendre des signaux d'une fréquence de 20 000 Hz, mais avec le temps, on ne sera plus capable d'entendre ce genre de fréquence. On ne pourra plus finalement, lorsqu'on vieillit, entendre des signaux d'une fréquence de 15 000 Hz, puis de 12 000 Hz. Et au niveau des mots de vocabulaire que nous allons utiliser pour définir la perception du son, nous allons parler de hauteur. C'est-à-dire que lorsqu'on a une basse fréquence avec un son grave, on parlera d'un son qui est bas. Et à l'inverse, quand on a une haute fréquence, donc avec un son aigu, on parlera d'un son qui est haut. Et par ailleurs, chaque note de musique va posséder une hauteur, une fréquence qui lui est propre. Par exemple, la note Ré, c'est un signal sonore qui a une fréquence de 294 Hz. Et un La, c'est un signal sonore qui a une fréquence de 440 Hz. Donc un son plus haut et plus aigu. Après, vous allez avoir des instruments de musique qui vont vous permettre de jouer des notes encore plus graves ou encore plus aiguës. Mais pour les notes standards, dirons-nous, celles de l'octave 3, nous aurons bien une fréquence de 262 Hz pour le Do, qui apparaît ici, 294 Hz pour le Ré, que nous avons écouté, ou encore 440 Hz pour le La. Donc retenez comme premier mot de vocabulaire pour cette partie du cours sur la perception d'un son, que la hauteur d'un son dépend en réalité de sa fréquence. Basse fréquence, on a un son grave, haute fréquence, on a un son aigu. Maintenant, on va analyser deux signaux récupérés à partir de deux sons différents. Si on regarde bien ici, on constate que les deux signaux, ils ont la même période, donc la même fréquence. D'ailleurs, si vous avez bien suivi ce qu'on a dit tout à l'heure et qui est à retenir sur le lien entre la période et la fréquence, on peut constater ici que ces deux signaux, ils ont une fréquence de 330 Hz, puisque leur période, elle est identique et qu'elle vaut un peu plus de 3 millisecondes. Donc l'inverse de 0,003, ça donne bien 330 Hz. Donc ce sont des signaux qui ont une fréquence de 330 Hz tous les deux.
Et alors ça, ce n'est pas à retenir, mais lorsqu'on a une fréquence d'environ 330 Hz, il s'agit de la note de musique Mi. Écoutons donc ces deux signaux pour voir ce qu'ils ont de différent, vu que ce sont deux signaux qui ont été enregistrés en jouant la note Mi. Écoutons déjà le premier. Nous avons reconnu le son d'une guitare. Écoutons à présent le son du second signal. Cette fois, nous avons reconnu le son d'un piano. Nous avons donc deux instruments qui ont joué la même note, exactement à la même fréquence. Pourtant, on n'a pas obtenu le même son. On a d'ailleurs deux formes de signal différentes, donc pour chacun des deux instruments. On aurait pu encore écouter un autre instrument de musique et on aurait eu encore une forme de signal différente, malgré le fait que ce soit la même note qui soit jouée, donc la même hauteur. Cette fois, on dit que chaque instrument de musique, il va avoir un timbre différent. Le timbre, c'est donc ce qui va donner la forme au signal en quelque sorte. Donc deux sons peuvent avoir la même hauteur, mais pourtant un timbre différent. Les instruments de musique ont un timbre différent. Ma voix a également un timbre différent de la vôtre. Enfin, au niveau de la perception du son, il y a une troisième chose que nous n'avons pas encore évoquée, mais dont vous avez sûrement déjà entendu parler, c'est les décibels. Le nombre de décibels d'un son, c'est en fait sa puissance. Si vous jouez de la guitare tranquillement chez vous et que vous produisez une certaine note, on peut très bien penser à un guitariste qui serait dans une salle de concert, qui lui aussi peut jouer exactement la même note, donc à la même hauteur, sur le même instrument, donc le même timbre, mais l'intensité sonore ou la puissance du son sera bien évidemment plus élevée dans la salle de concert. Alors pour avoir un petit peu une idée des valeurs d'intensité sonore qu'on exprime donc en décibels, à 10 décibels, on est vraiment sur un son qui est à peine audible. Et jusqu'à 40 décibels, on va rester dans ce qu'on appelle des sons calmes. Entre 50 et 60 décibels, on va être sur des sons qui restent modérés. Une discussion entre plusieurs personnes, ça a généralement une intensité sonore de 60 décibels. Au-delà de ça, à 70 décibels, on est déjà sur un bruit qui commence à être gênant. On peut penser par exemple à un chien qui aboie. Et alors, au-delà de 70 décibels, quand on est entre 80 et 100 décibels, on est sur des sons très forts qu'on ne peut pas écouter toute la journée. On peut penser à une tondeuse à gazon, à la circulation routière. La limite d'intensité sonore en salle de concert ou en discothèque, c'est d'ailleurs autour des 100 décibels, même si ça peut parfois dépasser un petit peu. Et lorsqu'on est vraiment au-dessus de 100 décibels, on est sur des sons qui sont dangereux et douloureux pour l'oreille humaine. Le décollage d'un avion, c'est par exemple 120 décibels. Et lorsqu'on va regarder un signal émis par un son provenant d'une guitare, par exemple, si on augmente le son de l'ampli, on va donc augmenter l'intensité sonore. Et ce qu'on va remarquer, c'est que c'est l'amplitude du signal qui va augmenter. La période et la fréquence ne vont pas changer puisque la note jouée ne change pas. Le timbre, c'est-à-dire la forme du signal, ne change pas non plus puisque nous n'avons pas changé d'instrument. Mais l'amplitude, elle, augmente. Alors l'amplitude d'un signal et l'intensité sonore sont liées. Et par contre, l'échelle des décibels, elle est un peu particulière. Ce qui fait que si on a l'amplitude de notre signal qui est multipliée par 2, finalement l'intensité sonore n'augmente que de 3 décibels. Si l'amplitude est multipliée par 4, l'intensité sonore augmente de 6 décibels. Voilà donc ce qu'il faut retenir pour la perception d'un son. C'est-à-dire que s'il est grave ou aigu, ça va dépendre de sa fréquence. Vous devez aussi savoir ce que c'est que le timbre d'un son. Ça, c'est ce qui va modifier la forme du signal. Et enfin, vous devez savoir ce que c'est que l'intensité sonore qu'on mesure en décibels et qui est liée en fait à l'amplitude du signal. Et voilà qui conclut donc notre chapitre sur l'émission et la perception d'un son. Je vous invite à télécharger la fiche de cours résumant ce chapitre dans la description de la vidéo et bien sûr à faire de nombreux exercices pour voir si vous êtes au point et préparer au mieux vos devoirs et évaluations.